BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jeudis. Vous savez, c'est notre émission questions-réponses, des questions que vous nous posez à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr, des questions qui concernent les débutants en crypto, les confirmés en crypto. Tout nous intéresse sur ce plateau. On y répond pendant une demi-heure avec mes experts. Morgane Ellandu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane. Bonjour Sandra. Ravie de vous retrouver sur le plateau. Et Thibaut de Sachi est avec nous, également responsable de la gestion privée chez Coinhouse. Bonjour Thibaut. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir dans l'émission. Vous continuez à nous écrire. Toutes vos questions nous intéressent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire d'ailleurs. Les questions, le club, BFM Crypto. C'est parti. Avec une question simple de Vincent Morgane. Puis-je acheter et vendre des cryptos non-stop ? Totalement. On peut acheter des cryptos 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est la grosse plus-value de cet écosystème, puisque notre marché ne s'arrête jamais. Alors évidemment, il va falloir passer par des plateformes, à moins que la plateforme ait un souci. Au moment où vous voulez faire votre achat, c'est totalement possible. Le plus difficile, ça va plutôt être au niveau des banques. Quand vous voulez faire un transfert pour acheter des cryptos et puis surtout pour le retour, là éventuellement il y a certaines banques françaises qui pourraient éventuellement bloquer ou tiquer. J'avais parlé de certaines banques qui étaient beaucoup plus ouvertes que d'autres lors d'une ancienne émission, mais à part ça vous pouvez acheter et vendre des cryptos quand vous le souhaitez. Et puis je voulais rajouter aussi qu'on peut acheter directement depuis des portefeuilles, donc il y a différentes manières d'acheter des cryptos aujourd'hui, mais c'est non-stop. Oui, c'est non-stop. En France, il faut faire quand même attention à la fiscalité, surtout si on sort des cryptos, mais de crypto à crypto, je crois qu'en termes de fiscalité, on est oui. bon. Et puis la flat tax, attention, parce qu'il me semble qu'elle va peut-être augmenter. Pour l'instant, c'est 30%. C'est dans les tuyaux. Ah bah ça, la flat tax, effectivement, c'est un débat qui revient assez souvent. Pour le moment, tout est, arrêté sur ce genre de décision, mais c'est vrai que ça a été évoqué, effectivement. Une question d'Olivier pour vous, Thibaut. Que pensez-vous du projet The Graph et de son token GRT, étiqueté comme le Google des blockchains? Ce projet tient-il ses promesses? Alors GRT, effectivement, on en a beaucoup entendu parler en 2021. Donc GRT déjà fait partie un petit peu de la catégorie altcoin, donc c'est toutes ces autres cryptos qui ne sont pas Bitcoin ni Ethereum. Donc c'est des crypto-monnaies déjà qui vont avoir une volatilité plus importante que Bitcoin et Ethereum. Donc bien évidemment, il faut déjà être prudent quand on réfléchit un petit peu autour de tout ça. Donc GRT aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole qui va permettre de stocker de la donnée et surtout de l'organiser. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent le parallèle en fait avec Google. C'est comme un moteur de recherche où quand on est développeur sur la blockchain, on va aller chercher de l'information directement qui va être stockée et donc organisée. C'était très tendance en 2021 à l'époque parce que en 2021, les blockchains fonctionnaient ce qu'on appelle en réseau fermé, donc ne communiquaient pas entre elles au niveau de la donnée. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, on a eu un GRT qui a augmenté de 8000%, qui passe à l'époque de 0,02, il me semble, à plus de 2-3 $, donc une énorme performance. Derrière ça, bear market de 2022, marché baissier, GRT c'est moins 99%, donc on souligne encore plus la prudence à avoir quand on investit sur des altcoins. La question qu'on se pose, est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui d'investir dessus ? Moins, parce que la blockchain évolue, la technologie avance depuis 4 ans, et cette question et ce problème auquel GRT répondait à l'époque, c'est moins le cas maintenant. On parle de l'interopérabilité des blockchains, donc on a déjà aujourd'hui ces blockchains qui vont avoir ces caractéristiques de transmission. Donc le token GRT, un petit peu passé de mode. Alors ça peut être intéressant pour un trader ou pour quelqu'un qui veut jouer un coup sur du court terme, mais sur du long terme, aujourd'hui c'est pas une crypto, je pense, qui a un avenir énorme devant elle. Une question de Bernard Morgane. Je ne veux pas vendre mes cryptos, mais emprunter du cash en mettant mes bitcoins en garantie. Quelles solutions concrètes existent-ils en France et plus largement en Europe ? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs solutions qui sont possibles aujourd'hui pour un détenteur de Bitcoin en particulier, ici pour cette question, pour pouvoir récupérer une liquidité immédiate. La première, j'en avais parlé un petit peu plus tôt dans l'année sur cette émission, c'est le prêt lombard. Le prêt lombard, qu'est-ce que ça permet de faire ? Eh bien, ça permet, avec ses crypto-actifs, donc son Bitcoin, de pouvoir récupérer une liquidité immédiate en passant cette fois-ci par des banques. Puisque maintenant, il est possible, alors la banque avec laquelle moi j'avais parlé, elle est suisse, mais il y a une nouvelle banque qui est française,
française qui est très ouverte à l'écosystème des cryptos, qui est la banque de Lubac & Say. Oui. On en avait déjà parlé. Et effectivement, eux vont bientôt proposer aussi ce fameux prêt lombard. Le gros avantage, c'est quoi? C'est que, premièrement, on ne doit pas vendre ses actifs, donc il n'y a pas cette fameuse flat tax de 30% pour l'instant. Et puis surtout, on reste exposé. Et le gros avantage de Bitcoin, si on a une vision long terme, c'est qu'a priori, il a un bel avenir. Donc, je reste exposé avec mes cryptos, je ne les vends pas, je ne suis pas taxé. Et en plus, j'ai une liquidité immédiate qui arrive d'une banque à un IBAN français. Donc ça, c'est un gros avantage, que ce soit fait via cette banque suisse ou la banque de Lubac & Say en France. Il y a aussi des plateformes qui permettent de faire la même chose. C'est par exemple la plateforme Nexo. Cette fois-ci, on va plutôt utiliser des smart contracts. Donc, smart contract, c'est un contrat intelligent. Dans les grandes lignes, les parties au contrat n'ont pas besoin d'être présentes pour que le contrat s'exécute. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et là, il y a la possibilité de le faire directement sur Nexo. Alors, si jamais vous passez par cette voie-là, je vous recommande d'avoir peut-être les tokens de Nexo qui vont vous permettre d'avoir des conditions un petit peu plus favorables pour faire votre prêt. Mais c'est totalement faisable. Et puis, pour ceux qui veulent faire travailler leur crypto, parce que ça, c'est une question qu'on me pose quand même souvent, il y a des possibilités en passant par AAV. C'est la plateforme qui est la plus connue pour faire des prêts et emprunts, ou alors Morpho. Et je voulais mentionner Morpho puisqu'il y a une équipe qui est française derrière et qui permet aussi de faire ce genre de choses. Et là, vous avez un côté peer-to-peer qui est un petit peu plus accentué, où vous êtes directement en contact emprunteur et prêteur. Vous faites bien de le dire, Morpho viendra sur ce plateau dans quelques semaines. Effectivement, ce sont des acteurs français au cœur du système. Il se passe plein de choses avec les acteurs français et européens en ce moment. Rose vous demande, Thibault, que deviendrait Bitcoin en cas de récession économique prolongée ou de décroissance économique? On peut se poser la question en ce moment. C'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, Bitcoin n'a jamais connu de récession. Bitcoin arrive en 2009, donc après l'énorme crise des subprimes, qui est vraiment la dernière grande crise financière qu'on a eue dans le monde. Le Covid a été effectivement très impactant, mais le Covid a été sur un laps de cours très court, et donc on a une économie qui est quand même repartie assez vite après cet événement-là. Donc le parallèle qu'on va faire aujourd'hui, bien évidemment, c'est les marchés actions traditionnels. Et aujourd'hui, on remarque quand même que Bitcoin est quand même plutôt corrélé aux indices américains, plutôt qu'à de l'or ou une valeur refuge comme des métaux précieux ou autres. Donc aujourd'hui, au vu de l'historique qu'on a, Bitcoin devrait quand même être corrélé au marché actions. Donc si récession, normalement on veut moins de risques, donc on vend des actions, donc le marché se met à chuter et Bitcoin devrait suivre, je pense, effectivement cette tendance. Alors maintenant, bien évidemment, on pourrait être surpris de la réaction des marchés parce qu'on sait qu'aujourd'hui le Bitcoin a quand même des caractéristiques intrinsèques au niveau donc de sa quantité limitée à ces fameux 21 millions qui pourraient effectivement peut-être jouer dans la balance et peut-être devenir à ce moment-là la valeur refuge qu'on n'attendait pas forcément et donc avoir une hausse assez importante des cours à ce moment-là. On l'a vu dernièrement, il y a pas mal d'actions qui ont été vendues et elles se sont répercutées sur Bitcoin. C'est ce qui a fait le record dernièrement. Exactement, notamment. exactement. Donc il peut y avoir quand même un effet un peu de vase communicant sur ces deux parties-là. Complètement, surtout qu'en ce moment, on est quand même dans un nouveau paradigme. Bitcoin, bien que ça reste un actif cyclique, aujourd'hui, on a l'arrivée donc des institutionnels, des ETF et d'une nouvelle demande qui n'était pas là dans le passé. Donc, fort à parier aussi que son comportement dans les prochaines années soit différent des années passées. Et donc, peut-être qu'on va assister à quelque chose de complètement inédit. Et bien évidemment, c'est la conviction et c'est le pari aujourd'hui qu'on a quand on est investisseur sur Bitcoin. Roger vous demande, Morgane, qu'est-ce que le projet Link ? Oui, alors le projet Chainlink, dont le jeton est Link, c'est un projet qui est très intéressant quand on s'intéresse à une partie de l'écosystème. Alors, je vais spécifier. Avant de parler de Chainlink, je vais parler un petit peu d'Ethereum. En fait, Ethereum est arrivé en 2015, donc après Bitcoin. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Ethereum? C'est notamment tout ce qui est NFT, les non-fungible tokens, mais aussi les smart contracts, donc les contrats intelligents, ce qui a ouvert la voie au monde de la DeFi, la finance décentralisée. Pour qu'un smart contract fonctionne, eh bien, le smart contract, il a accès à quelles infos? Les infos qui sont on-chain, c'est-à-dire qui sont sur la blockchain. Mais il a besoin d'informations du monde réel également, qui sont off-chain. Par exemple, un smart contract, pour les gens qui écoutent ce terme pour la première fois, c'est vous allez faire un pari sportif. Sur un match de foot, je vais miser des cryptos et je vais dire cette équipe va gagner. Ou peut-être même ce joueur-là va marquer pendant le match. Eh bien, pour que le smart contract puisse s'exécuter de lui-même, on va avoir besoin des informations du monde réel. Et donc, je vais devoir savoir quel joueur a marqué, quelle équipe va gagner, et idéalement en instantané. Donc ça, c'est le but des oracles. Les oracles vont donner du data, alors le plus pertinent possible, le moins manipulé possible, pour que les contrats puissent s'exécuter.
Et Chainlink, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau d'oracles décentralisé. C'est là où c'est intéressant, vu qu'ils sont décentralisés, le data a priori est plus pertinent et il est plus correct. Et c'est finalement leur marché et c'est ce qui fait en fait la possibilité aujourd'hui sur notamment Ethereum, puisqu'ils se sont développés directement sur Ethereum, d'avoir des smart contracts qui fonctionnent extrêmement bien. C'est parce que Chainlink, alors c'est le plus gros, il y en a d'autres, il y a des concurrents qui arrivent petit à petit, mais pour l'instant Chainlink est quand même très bien positionné. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait finalement le pont entre le monde classique, traditionnel et le monde de la blockchain. Et on a besoin en fait d'oracles. Peu de gens connaissent en fait l'importance des oracles, mais quand on s'intéresse aux smart contracts, en fait c'est primordial. Alors Chainlink, ils sont apparus en 2017. Ils ont fait une ICO, Initial Coin Offering, donc c'est-à-dire c'est la première fois qu'on pouvait acheter des cryptos, des jetons Link. Ils ont levé plus de 32 millions d'euros, enfin de dollars plutôt à l'époque. Donc c'est quand même une somme qui était colossale. Et depuis, ils font des partenariats qui sont très intéressants. Alors juste pour revenir sur le jeton, le token Link, qu'est-ce que c'est? Alors ce n'est pas un ERC20. ERC20, c'est le protocole qu'on retrouve le plus souvent quand un projet n'a pas sa propre blockchain, mais va déménager, va se construire, j'ai envie de dire, sur la blockchain d'Ethereum. Les ERC20, ce sont les petits jetons qu'un projet va créer, qui n'a pas sa propre blockchain et qui va en fait se développer sur Ethereum. Eux, c'est un ERC677. C'est un petit peu la même chose, mais c'est un petit peu la version un petit peu plus... en tout cas, en une transaction, on peut faire plus de choses dans les grandes lignes. Je vais essayer de ne pas être trop technique, à ne pas confondre avec les NFT qui sont les ERC721. Et Link, depuis 2017, il fait des partenariats avec JP Morgan, très récemment, pour tout ce qui est la tokenisation des actifs traditionnels. Donc, on voit il a la confiance quand même de gros joueurs dans le secteur traditionnel. Mais aussi, récemment, il a fait un partenariat avec Swift, donc tout ce qui est messagerie auprès des banques. Pourquoi? Pour pouvoir aider UBS, notamment, sur la tokenisation de leurs fonds. Et puis, il y a des ETF Link qui arrivent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura probablement une demande institutionnelle, de l'achat massif. Et donc, Link est quand même très, très bien positionné. Et ce que je pense, c'est qu'au plus il y aura une demande pour la tokenisation, au plus l'importance d'avoir des oracles et des oracles décentralisés de type Link va augmenter. Ah, très, très, très intéressant, effectivement. Xavier vous demande, Thibault, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'entreprise GoMining qui propose d'acheter de la puissance de calcul pour miner du Bitcoin via des NFT. Bien évidemment. Donc aujourd'hui, GoMining, c'est une société qui date déjà de 2021, donc qui est déjà bien implantée dans le secteur. Donc on sait qu'aujourd'hui, quand on veut devenir mineur de Bitcoin, on doit donc avoir de la puissance de calcul et de l'électricité, donc pour faire tourner des ordinateurs relativement puissants, pour aller résoudre des équations cryptographiques qui font globalement fonctionner la blockchain. Donc aujourd'hui, la blockchain Bitcoin rémunère ces fameux mineurs donc en Bitcoin pour les remercier de leur rapport justement en puissance de calcul. Et donc il y a un rendement intéressant à aller chercher nativement, directement sur la blockchain Bitcoin. Aujourd'hui, on parle d'un rendement à peu près de 20%, ce qui reste aujourd'hui très intéressant. Par contre, la difficulté d'accès est réelle parce que quand on veut devenir mineur, il faut acheter de l'ordinateur, il faut acheter des cartes graphiques et surtout, il faut de l'électricité. Donc, ce n'est pas forcément très accessible pour tout le monde. GoMining, aujourd'hui, a eu l'idée donc de tokeniser justement son parc donc de puissance de calcul sous forme de NFT. Et donc, aujourd'hui, n'importe qui peut venir chez GoMining, acheter avec 100 € par exemple de la puissance de calcul et être rétrocédé en récompense, bien évidemment, proportionnellement au billet et à l'investissement qui a été mis dans la société. Donc c'est très intéressant parce que ça permet maintenant à n'importe qui de devenir mineur et de en fait utiliser justement le réseau Bitcoin qui est aujourd'hui relativement intéressant. Oui, continue. La question qu'on doit poser quand on est investisseur, c'est de se dire j'ai 100 € à investir, faut-il mieux le mettre dans le mining et donc aller chercher 20% sur l'année, ou faut-il mieux le mettre directement sur Bitcoin qui pourrait donc sur l'année peut-être faire plus. Donc nous, souvent, ce qu'on recommande, c'est que dans un marché haussier plutôt bull market, on va plutôt recommander d'aller sur du Bitcoin parce que Bitcoin devrait monter plus. Par contre, sur un bear market, sur un marché baissier, c'est peut-être plus intéressant de faire du mining et donc d'aller chercher du Bitcoin nativement et donc en accumuler. Comme ça, le jour où le Bitcoin repart, là, on a des Bitcoins qui vont s'apprécier et donc on pourra aussi les revendre et donc faire un double bénéfice à la fois sur le minage, plus sur la plus-value derrière que Bitcoin va réaliser. GoMining, c'est quelle nationalité comme entreprise? C'est française, il me semble. Français. C'est une société française. Donc, très intéressant, effectivement. C'est une stratégie, en tout cas. Jérôme vous demande, Morgane, je suis novice en crypto, dans lequel j'ai décidé d'investir sur le long terme, environ 15 ans, pour épargner pour la retraite. Après m'être renseigné, j'ai décidé de me constituer un portefeuille avec 50% de Bitcoin, 25% d'Ethereum, 15% de Solana,
10% de SUI. Est-ce un bon choix pour du long terme? Que pensez-vous de cette stratégie? Oui, merci Jérôme pour cette question. Ça me permet de parler de différentes choses. La première, c'est que quand on regarde la composition de son portefeuille, il a choisi uniquement des Layer 1, donc des blockchains de type L1. Il faut comprendre qu'une blockchain va chercher à résoudre toujours les mêmes problèmes. Et principalement 3 gros dilemmes, on appelle ça même les trilemmes de la blockchain, c'est d'être à la fois les plus décentralisés, avoir une sécurité qui est maximale et avoir une forme de scalabilité. La scalabilité va permettre d'avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir utiliser une application, etc. Alors que Bitcoin, qui est la toute première crypto, qui a été écrite, en tout cas qui a été pensée par Satoshi Nakamoto dans le white paper en 2008 et créée pour la première fois en janvier 2009, a tous les composants en fait que Satoshi Nakamoto voulait, donc c'est-à-dire une réaction au système bancaire traditionnel, je le rappelle, et toutes les belles valeurs qu'on aime dans Bitcoin. Les autres altcoins, donc c'est-à-dire Ethereum, Solana et Sui, le dernier si je ne me trompe pas, sont partis de là, mais ont en fait cette volonté d'aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus scalable. Et le problème, c'est que alors que Bitcoin va être très décentralisé, va être hyper sécurisé, il va avoir moins de scalabilité, même s'il va être aidé par des Layer 2, Lightning Network, etc. Solana, Sui et Ethereum vont plutôt se positionner sur nous, on veut être extrêmement scalable. Et donc ici, ils se positionnent sur des projets qui ont déjà des missions qui sont différentes et certains sont même des concurrents entre eux, puisque Ethereum a quand même Solana comme concurrent, et puis Sui, c'est un nouveau joueur qui vient de rentrer dans cette cour. Alors, au niveau de Bitcoin, le gros avantage, parce que là, on parle quand même de 15 ans, donc l'horizon 2040, si je ne me trompe pas, Bitcoin, on sait qu'il a un potentiel qui est très important, et la probabilité qu'il soit toujours là, elle est extrêmement grande. Par contre, pour les autres altcoins, Ethereum, Sui, Sol, personne ne peut le savoir, surtout qu'ils sont en concurrence les uns envers les autres. Lequel va réussir en fait à se démarquer? Lequel va être le plus adopté? Lequel va faire des partenariats qui va faire qu'ils vont pouvoir se démarquer? Tout ça, c'est des questions, seul le temps va pouvoir répondre à ces questions-là. Par contre, moi, la question que je me pose réellement, et j'invite vraiment notre auditeur à se la poser, c'est est-ce que son profil d'investisseur est clair pour lui? Parce que la manière dont je vais investir dans cet écosystème et la manière dont vous allez investir, Sandra, et la manière dont Thibaut va investir, en fait, on n'investit pas tous de la même manière dans cet écosystème. Et donc, il y a vraiment une question qui est centrale à se poser avant même d'investir 1 euro dans le secteur, c'est quel est mon profil d'investisseur, quel est mon horizon d'investissement, quelle est ma tolérance au risque, quel est le temps que j'ai à ma disposition pour mettre en place une stratégie, pour la tenir. Et c'est ça qui va permettre à quelqu'un de savoir est-ce que c'est bon pour moi aujourd'hui de me diversifier. Parce que certains profils, bons pères de famille, qui ne sont pas du tout tolérants au risque, et j'en ai quand même pas mal qui viennent me voir, bien, ces personnes-là ne devraient pas se diversifier. Bitcoin uniquement, ça peut être une très très bonne stratégie, surtout sur l'horizon 2040. Par contre, quelqu'un qui est plus ouvert au risque, ou quelqu'un qui a une tolérance au risque qui est beaucoup plus importante, évidemment, là, on peut se diversifier. Et les choix qui ont été faits me semblent pertinents. Maintenant, il n'y a aucune garantie. Attention, il faut prendre connaissance des risques que l'on prend, surtout sur le long terme, de tenir en tout cas des altcoins. Mais vraiment, la question du profil d'investisseur, c'est important pour tout le monde et pour cet auditeur aussi, avant de confirmer sa potentielle stratégie. Connaissez-vous, effectivement, en tant qu'investisseur? Jean-Louis vous demande, à tous les deux d'ailleurs, je me suis fait arnaquer par un trader de crypto-monnaie malhonnête. Voulez-vous me conseiller un organisme sérieux spécialisé pour la récupération de l'investissement, si ça existe? Thibaut. Alors oui, aujourd'hui ça existe, j'en citerai une à la fin, mais premièrement aujourd'hui il faut être très prudent. Quand un trader qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève vous appelle et vous dit envoyez-moi de l'argent parce que je fais des gros rendements, souvent il faut tout de suite se sonner l'alerte et se dire bizarre, c'est pas normal, j'ai sollicité personne, donc ça peut être une arnaque. Deuxième chose, aujourd'hui, on a la chance sur la blockchain d'avoir une technologie qui est transparente, traçable, donc on peut facilement suivre des flux monétaires d'un point A à un point B jusque même à un point Z. Donc aujourd'hui, on peut tracer effectivement les mouvements lorsqu'on se fait hacker ou lorsqu'on se fait arnaquer. Le problème de la blockchain aujourd'hui, c'est qu'elle est pseudonymique. Donc derrière des adresses, on va avoir des 0x ou en tout cas des lettres et des chiffres qui ne permettent pas d'identifier directement quelqu'un sous l'adresse. Donc c'est toujours très difficile effectivement de retrouver précisément l'origine de la fuite et de retrouver ces fonds à la fin. La probabilité aujourd'hui, quand on se fait arnaquer en crypto, de retrouver ces fonds, elle est quand même relativement faible en restant assez transparent. Maintenant, il y a des failles. La faille, par exemple, c'est les exchanges. Donc quand on a des hackers qui vont aller sur un exchange, forcément aujourd'hui il y a des KYC, donc on connaît l'identité des personnes, des adresses, et donc parfois on arrive à contacter
donc ces exchanges en particulier, leur dire bon, je me suis fait voler, une adresse en particulier est remontée chez vous, pourriez-vous m'aider en fait à trouver l'origine du problème. Elles le font, les exchanges le font. Elles le font, alors pas tout le temps parce que forcément il y a des demandes qui sont quand même assez fréquentes, donc c'est aussi un petit peu au petit bonheur la chance d'avoir le bon interlocuteur en face de soi pour avancer. Mais on a eu des cas aujourd'hui où c'est déjà arrivé et donc on a pu identifier les fonds et faire avancer des procédures. Bien évidemment, quand on se fait arnaquer, première étape, porter plainte. Il ne faut pas oublier de faire ça parce que ça permet de créer un dossier, d'enclencher un dossier. Des choses. Exactement, et d'activer des choses. Et donc des sociétés, j'en connais une en particulier qui s'appelle Red Square par exemple, qui est une société aussi française et donc qui aide les clients justement à tracer un petit peu ces flux monétaires et voir où les fonds vont. Et donc voilà, ça peut aider à retrouver des fonds perdus. Morgane, pour compléter. Oui, moi je mentionnerais peut-être Broker Défense, qui est aussi une plateforme, enfin en tout cas une société qui permet justement de retracer les mouvements et éventuellement d'aider les personnes qui se sont fait arnaquer. Soyez extrêmement prudents et de nouveau, en fait, l'idée de déléguer à quelqu'un, déjà rien que l'achat de ces cryptos, à moins qu'il y ait un mandat, que ce soit une société qui est enregistrée, parce que ça existe, et là, il n'y a aucun souci. Faites extrêmement attention. Je pense que vraiment, l'idée de la souveraineté et l'idée de comprendre comment cet écosystème fonctionne, c'est primordial avant même de rentrer dans ce secteur. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore acheté leur premier actif, au lieu de faire confiance, vérifiez par vous-même, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes occupé de faire? Et c'est le meilleur moyen, en fait, de moins se faire arnaquer. Et ce qui vaut pour toutes les arnaques, c'est que si vous recevez ce message, c'est pas vous qui avez décidé du timing, et ça c'est très important, c'est que vous n'en avez pas besoin. La personne qui est dans le besoin, c'est celle qui vous écrit justement. Ça doit commencer à mettre un mécanisme en place et pas seulement dans les cryptos. Morgane, Steve nous demande, dois-je brancher ma Ledger pour recevoir des cryptos? Oui, alors j'aime beaucoup cette question parce que ça me permet quand même d'expliquer, pour les débutants, je pense surtout, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous recevez des fonds. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une ledger? Bon, c'est un hard wallet, un cold wallet, le pionnier français. Et en fait, effectivement, quand vous avez un cold wallet, vous allez devoir signer des transactions. Maintenant, pour recevoir des cryptos, est-ce que j'ai besoin de connecter mon ledger à mon ordinateur? La réponse, elle est non. Pourquoi? Eh bien, parce que je peux recevoir des fonds 24 sur 24. J'en ai parlé au début de l'émission. Ce marché ne dort jamais. Et donc, quand j'ai une clé publique, ça me permet de recevoir des fonds du matin au soir. Oui. Je n'ai pas besoin d'être derrière mon PC, et heureusement, parce que sinon ça pourrait être compliqué peut-être pour certaines personnes. Donc l'idée c'est, je donne mon adresse publique à n'importe qui peut m'envoyer des cryptos 24 sur 24, et quand je veux vérifier que j'ai bien reçu par contre l'argent, je peux connecter effectivement mon ledger et regarder est-ce que les fonds sont bien arrivés ou non. À quel moment est-ce que je vais avoir besoin de connecter finalement mon ledger? Eh bien, c'est lorsque je vais devoir signer une transaction et accepter qu'il y ait une dépense, cette fois-ci plutôt de crypto. Là, la clé privée est demandée et elle est matérialisée par le code PIN. En fait, les 24 seed phrases est matérialisée par le code PIN que je vais mettre sur mon ledger. Mais ça, c'est le seul moment où vous devez vraiment connecter votre ledger et signer pour approuver la dépense, puisque vous êtes le véritable souverain de vos actifs sur la blockchain. Et ça, c'est très important. Je voulais en profiter pour faire un petit peu de prévention, parce que ça, c'est quelque chose qui arrive énormément, qui arrive à moi, mais aux personnes aussi que j'ai la chance de rencontrer. Vous allez recevoir des NFT malveillants, surtout sur Ledger. Honnêtement, sur Ledger Live, surtout sur la blockchain de Polygon et Ethereum, vous recevez des choses que vous n'avez pas demandées. Puisque votre adresse est publique, n'importe qui peut vous envoyer n'importe quoi. Donc, si vous savez que vous allez recevoir quelque chose, vérifiez. Si vous recevez par contre quelque chose que vous n'avez pas demandé, là, attention, ne cliquez pas, n'interagissez pas. Vous pouvez même cacher les tokens, où on vous envoie souvent des NFT qui valent $10 000. Comme un spam, quoi. On peut le cacher. Oui. Exactement. Ouais. Donc, je voulais juste alerter sur ce point-là également. Et il nous reste 2 minutes. Je ne vais pas reposer une question qui est tombée sur la messagerie crypto@bfmbusiness.fr. Je vais vous demander finalement de vous avancer sur le cours de Bitcoin pour la fin de l'année. Je pose cette question un peu à tout le monde. Vous avez parlé des cycles tout à l'heure, Thibaut. Ce cycle-là est complètement inédit. On peut dire qu'on observe tous très clairement ce qui va se passer au moins d'ici la fin de l'année. Vous pensez que Bitcoin va réagir comment, par exemple, dans ce contexte économique un peu spécial? Alors bien sûr. Alors ce qui est très marrant, c'est que malgré effectivement le fait qu'on pense que les cycles vont se décaler un petit peu, il y a 2 chiffres qui sont très intéressants. C'est que entre un point bas de cycle et un point haut de cycle, depuis l'existence du Bitcoin, il y a précisément 35 mois, soit 152 semaines, précisément à chaque fois, entre le point bas et le point haut. Donc si on prend le point bas de novembre 2022, ça nous amène à un point haut de cycle en octobre 2025, en ce moment. Et si on affine encore plus en semaines, ça nous amène sur un point haut la semaine du 20 octobre.
Donc, on verra effectivement d'ici 10 jours. 2 semaines, dans 2 semaines, exactement. On en reparlera. Et après, les cibles sur Bitcoin, au vu à peu près, là aujourd'hui, on est à 122 000. Donc, un Bitcoin vers les 150 000 pourrait être effectivement probable sur cette fin d'année. Morgane, 30 secondes. Alors, moi, je ne vais pas donner de chiffres, parce que tous ceux qui ont donné des chiffres, finalement, au final, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, ce que je peux dire, c'est plus que maintenant. C'est ce que je pense. Je pense que Bitcoin, pour l'instant, a encore du carburant, qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver dans le secteur et que, alors, j'ai entendu 180 000, 150 000, 200 000, pour les plus optimistes, tout est possible. Et c'est ça qui est beau avec Bitcoin. Allez, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Morgane Ellandu, fondatrice de Crypto 360, et Thibaut Desachi, responsable de la gestion privée chez Coinhouse. Merci d'avoir répondu à nos questions. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site, à retrouver aussi en replay sur les réseaux sociaux tous les jours. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.